D'abord, n'étant pas une femme, je peux donner ma date de naissance, 1952. Donc ça vous dit que j'avais 10 ans à peu près, quelques années après les indépendances. Je collectionnais les timbres. J'avais des petits livres sur l'Afrique, sur les modes de vie des gens de là-bas. Donc ça m'intéressait. Et je me suis intéressé la première fois à l'Afrique, mais il y avait une inconnue. On parlait du Cameroun, du Togo, ancienne colonie allemande, mais on ne disait absolument rien sur la façon dont s'était passée la transition, dont ça s'était passé lors de la domination allemande. Donc j'ai trouvé que c'était un manque. Puis j'ai oublié. La vie m'a pris. Quelques années plus tard, donc moi j'avais fait des études d'agronomie. J'étais allé étudier également les maladies des plantes forestières en Allemagne. Je m'étais reconverti dans l'informatique. Et puis j'étais actif dans l'écologie politique. Donc je suis allé à une conférence au Bénin. Et là j'ai trouvé une femme qui était camerounaise. Donc je me suis de nouveau, quand je suis revenu à Douala, quand elle m'a amené à Douala, moi j'ai vu les plaques d'égout Made in Germany, qui étaient vieilles plaques d'égout qui datent de l'occupation allemande, le pont qui est près des DA, le pont métallique, les petites églises qui datent encore. Donc je voyais des traces de l'occupation allemande, mais toujours rien dans les livres, rien, pas d'histoire racontée. Donc je m'en suis pas plus préoccupé. Et puis, arrivant à la retraite, je cherchais différentes occupations de retraite. Et farfouillant sur Internet, j'ai découvert des grandes librairies sur la colonisation allemande. Il y en a une qui compte, je sais pas, 80 ou peut-être plus de 100 ouvrages, plus des revues, qui, elles, comptent un très grand nombre d'articles. Donc je me suis mis à les lire. Puis je me suis aperçu que c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup d'écrits qui sont en écriture gothique. Ça, on apprend. Les Allemands de maintenant ne savent pas lire le gothique, mais c'est assez simple. Il faut juste éviter quelques petites erreurs. Il y a des lettres qui se ressemblent de trop si on est inattentif. Mais surtout, l'allemand de cette époque, surtout les Allemands coloniaux, ils parlent une langue qui n'est plus la nôtre, tout à fait la nôtre, avec souvent d'ailleurs quelques termes. Ceux qui m'ont posé le plus de difficultés, c'est quand, sans prévenir, ils utilisent du pidgin. Au lieu de dire pour le manioc, ils disent cassava, qui est un mot de pidgin. Donc parfois on se retrouve, on cherche un mot, on cherche partout. C'est le dictionnaire anglais qu'il faut voir, c'est pas le dictionnaire allemand. Ou parfois même le vrai pidgin. Ça, mon épouse est là pour m'aider quand c'est du vrai pidgin. À la traduction de manière permanente, enfin, je le souhaite parce que de continuer. Pour que ça soit permanent, il faudra que je trouve quelques lecteurs. Actuellement, j'ai quelques dizaines de lecteurs pour chaque ouvrage. C'est pas suffisant. Mais je souhaite continuer tout de même. En lisant ces livres, je me suis aperçu que ça demandait beaucoup d'efforts pour retrouver les termes exacts, bien comprendre la pensée des auteurs, et aussi tout replacer dans le contexte. Alors, tout cela est possible. Pour la langue, je me débrouille déjà pas mal en allemand écrit. Il y a maintenant des aides à la traduction considérables, à condition de s'appuyer dessus très prudemment. Parce qu'elles peuvent vous aider comme elles peuvent vous induire en erreur. Mais maintenant, on a beaucoup de revues coloniales qui sont disponibles librement sous Internet. Pas toutes, enfin en France, c'est quasiment toutes. En Allemagne, un certain nombre. On a un tas de renseignements. Je citerai Wikipédia. Wikipédia est également à manier avec précaution, parce que parfois les humoristes s'amusent à mettre les articles sans dessus-dessous. Mais bon, c'est tout de même extrêmement précieux. D'ailleurs, j'ai écrit quelques notices dans Wikipédia, par exemple sur Grete Kunold, une autrice que j'avais traduite. J'ai traduit. D'abord, j'ai commencé par une infirmière allemande au Cameroun, pour la simple raison que c'était un petit ouvrage plaisant. Ensuite, pour me reposer, j'ai traduit la revue missionnaire Africa. Je suis tombé un peu par hasard sur 3 années de la revue des missionnaires protestants au Cameroun.
Et les missionnaires protestants, au début, étaient très opposés à la colonisation. Donc, ils faisaient un tas d'articles, on en parlera ultérieurement, contre les excès de la colonisation. Donc, c'était très intéressant. Également des articles pour mieux faire comprendre aux Allemands la culture africaine. Donc là, c'est un recueil d'articles. C'était plus facile à traduire. Ça demande un effort moins soutenu parce on traduit son article, on se repose, on recommence. J'ai traduit également donc l'ouvrage du père Scolaster en 3e, et en 4e, j'ai traduit une thèse d'économie parue en 1912 qui s'appelle L'économie des Bantous, chez les Bantous. Très intéressante. C'est un universitaire qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun, mais qui a étudié tous les textes pour en sortir les données économiques. Et qui finalement nous dresse une fresque économique du Cameroun qui commence avant la colonisation. Il montre par exemple l'impact du commerce, du simple commerce, pour déstructurer, sur la déstructuration de l'artisanat africain. Il ne faut pas sous-estimer le commerce, les forces de l'économie. On parle toujours de colonisation et autres, mais ça a commencé, les rapports entre l'Europe et l'Afrique datent de bien plus longtemps. Les premiers commerçants qu'on connaît en France, c'est vers de 1364, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils descendaient sur les côtes du Sénégal, et même au sud, pour commercer, avant l'esclavage, qui date de 1500. En général, je ne suis pas compétent. Je suis un traducteur. Donc ce que j'essaie de faire, moi, c'est de donner aux gens à penser avec des ouvrages qui ont été écrits il y a longtemps, que j'éclaire par des notes, des explications. Mais je pense qu'il faut laisser le lecteur penser. Parfois, je mets, pour être politiquement correct, non, pour que le lecteur ne se laisse pas, qu'un lycéen ne se laisse pas tromper, j'indique, mais pas toujours, comment se forge une pensée raciste, par exemple. C'est très simple, d'ailleurs, pas difficile. Il suffit de penser, 1, notre culture est supérieure. 2, je juge la culture des autres avec les critères de ma propre culture. 3, automatiquement, la culture des autres est inférieure, puisque je la juge avec les mauvais critères. Donc c'est ce genre de choses qu'on démontre très bien dans les ouvrages de cette époque. Oui, parce que je vais reprendre... si je reprends l'argumentaire d'un professeur d'allemand qui avait écrit sur le Cameroun, la colonisation existe, le colonialisme n'existe pas. C'est une vaste foutaise. Le colonialisme, c'est une tentative idéologique de justifier une colonisation qui est là juste pour des raisons d'impérialisme ou d'économie. Mais tout le reste, venir en aide aux populations et tout ça, c'est un habillage auquel des personnes ont cru sincèrement. Mais on voit bien que, par exemple, l'école dans les colonies n'était pas là pour faire monter la culture de la colonie. Elle était là pour fournir des fonctionnaires coloniaux compétents. Bon, donc, oui, ça... J'invite le lecteur, mais ce sont des pistes que je donne, mais j'invite le lecteur à réfléchir par lui-même, à vraiment reconnaître ce côté... On parle toujours du néocolonialisme et tout. Moi, je pense qu'il y a toujours une oppression économique, par des pays puissants, parfois par les gens qui sont chez nous. Je pense que la colonisation n'a pas profité à tous les Français. Mes ancêtres, moi, je suis un petit Français comme beaucoup d'autres, mes ancêtres étaient soit des petits ouvriers, soit avant des paysans. Et bien évident que la colonisation a favorisé les ouvriers, puisqu'elle permettait de faire venir de la nourriture moins chère. Elle a surtout favorisé les patrons des ouvriers, parce que puisque la nourriture est moins chère, on pouvait les payer moins. Et par contre, le paysan, lui, était opposé frontalement aux productions importées à bas prix d'Afrique. Donc, de toute façon, la colonisation en général a profité aux classes supérieures de négociants. Une autre réflexion. Bon, non, on s'arrête là, parce qu'on peut avoir une piste, oui. Oui. On parle de la violence de la colonisation allemande. Albert Pascal Temgoa, dans son livre sur la colonisation allemande, a traité cet aspect. Maintenant, je me disais, si vous voulez, une piste de réflexion que vous pourrez voir. Je ne suis pas étonné que la colonisation allemande
a été violente quand on le compare, par exemple, à la colonisation belge. C'était deux pays nouveaux dans la colonisation, qui n'avaient pas eu l'expérience de l'Afrique par les comptoirs. Donc moins de têtes politiques connaissant l'Afrique. C'est également deux pays où les commerçants étaient à l'origine, étaient prépondérants. Le Congo belge, parce que le roi avait laissé les commerçants s'organiser, et le Cameroun, parce que Bismarck était contre la colonisation. Et ce sont les commerçants qui se sont ligués pour demander à ce qu'on colonise l'Afrique, pour accroître leur espace de chalandise. Donc, deuxième raison, absence de politique. Deux raisons qui faisaient l'absence de politique, l'absence d'expérience des comptoirs et la prépondérance des marchands. Et troisième raison, concernant les Allemands, c'était le poids très fort des militaires, et notamment de l'école prussienne, qui est une école de rigueur et de dureté. Alors, donc ça, il y a peut-être des choses à voir où on peut réfléchir. Mais bon, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Le Cameroun et la Grande Guerre, qui est le résultat d'un colloque qui a été fait à peu près au centenaire de la déclaration de la guerre et qui a été organisé par le service historique de l'armée camerounaise. C'est tout à fait intéressant. Il existe d'autres ouvrages qui ne sont pas traduits encore, que je ne peux pas traduire parce que je ne sais pas s'ils sont libres de droit. Il y a un problème quand on traduit ces ouvrages, ce sont des gens dont on ne connaît pas la date de décès. Ce sont souvent des auteurs d'occasion. Ce n'est pas le cas du père Herman Scolaster. On sait très bien quand il est décédé, en 68, comme il y a 70 ans de protection des droits d'auteur en Europe, parfois même un peu plus avec les périodes de guerre, pour lui, j'ai obtenu l'autorisation de sa congrégation, qui détenait les droits d'auteur. Pour d'autres, on y va à l'esbrouf, on se dit, parce que je fais des recherches, et si on ne trouve pas, on se dit que si moi je ne trouve pas l'auteur, la famille ne va pas trouver le livre, au cas où il restera encore quelques années. Et de toute façon, ce sont des ouvrages qui ne se vendent pas beaucoup. Donc il n'y a pas d'argent en jeu. D'accord. Non, il n'y a pas de difficulté qu'un peu de travail ne suffise à résoudre.